Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial. Oui. On va parler de toi, Marina. Alors, je ne vais pas te présenter, tu es mon invitée en fait aujourd'hui. Je vais pas te présenter, on sait que tu es psychologue, que tu as fondé le centre de formation Virage et que tu aimes en fait partager avec beaucoup de passion et avec beaucoup de plaisir ta passion pour la thérapie brève, pour la thérapie systémique de l'école de Palo Alto. Alors c'est une passion évidemment que tu exerces à travers tes séances, avec tes patients. C'est une passion que tu partages lors de tes formations que tu donnes depuis pas mal d'années. Lors des podcasts aussi, qu'on enregistre ici depuis quelques années aussi. Et puis, à présent, tu vas partager cette passion dans un livre. Oui. Alors, comment est-ce qu'on en vient à avoir cette idée de créer un livre ? Alors en fait, ce sont des gens qui m'ont dit, des participants de formation, etc., qui m'ont dit « Mais comment, tu n'as pas encore écrit ton livre ? Ce serait chouette, quand tu parles, tu racontes autrement que d'autres, que des livres qu'on a lus, etc. » Et donc, ça fait déjà hyper longtemps, avant même que je ne crée Virage. En fait, on m'avait déjà dit ça. Donc, en fait, ça a vraiment mûri tout doucement, vraiment tout doucement. Et puis, quand j'ai lancé Virage, j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps pendant quelques années où j'étais à fond dans créer des programmes, réfléchir pédagogiquement, parce qu'en fait, la pédagogie, j'aime bien. Donc, effectivement, ça fait partie de ce côté partagé. Et j'aime bien que ce soit fait le mieux qu'on puisse. Enfin, c'est pas parfait, mais le mieux, on essaye de faire toujours... en sorte de faire ça le mieux possible. Et donc, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup d'énergie et j'ai plus du tout été là-dedans. Et puis, progressivement, c'est revenu. Et donc, voilà, j'ai eu envie. Je me suis dit que j'avais la chance d'avoir quand même des séances enregistrées, certains patients que j'enregistrais pour moi. Et puis, les séances, quand je fais dans un module très avancé de formation, je veux dire, où on enregistre les séances. Et je me suis dit, au fond, voilà, il y a de la matière. Et, et je trouve que c'est un peu quelque chose qui manquait. Je trouve qu'il y a beaucoup de livres théoriques quand même, sur une approche qui évolue sans beaucoup évoluer. Enfin, je trouve qu'on l'a quand même fait évoluer. Bon, Giorgio Nardone l'a fait pas mal évoluer, donc en Italie. Et je trouve que chez Virage, on a apporté des choses. Il n'y avait pas encore vraiment de publication. Et voilà, donc c'est vraiment venu tout doucement. Alors, se mettre à l'écriture, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je lis même dans ton livre que c'est en te freinant que Luc t'a rendu cliente. Alors, ça parlera à ceux qui font la formation chez Virage. C'est des mots qu'on utilise souvent. Mais donc, effectivement, s'y mettre, ça n'a pas été... Non, ça n'a pas été... C'est pas spécialement mon truc. Enfin, je trouve d'ailleurs mon livre... alors, il est écrit de tout mon cœur, mais je crois que je le dis aussi dans mon livre. C'est pas un livre littéraire, c'est pas l'objectif. C'est vraiment un objectif de partage de pratique. Et c'est vrai que je suis pas spécialement écrivain. Je trouve pas que j'ai une plume extraordinaire. Je pense pas qu'elle soit mauvaise, mais je pense pas elle sort pas du lot. Mais on reconnaît ton phrasé en tout cas. Oui, il paraît. On m'a dit. Oui. En fait, c'est ce que je voulais. Je voulais que ce soit naturel. En fait, j'avais envie que ce soit spontané, et pas retravailler toutes mes phrases pour en faire quelque chose de littéraire. C'était pas du tout l'intention. Et heureusement, parce que ça aurait été pénible pour moi. Mais du coup, j'ai écrit assez spontanément. En fait, j'ai écrit quelques chapitres. J'ai commencé avec quelques cas que j'ai faits il y a déjà au moins 4 ans, je dirais. Et puis, j'ai un peu laissé tomber. Et à un moment donné, j'en ai parlé avec un éditeur qui était assez enthousiaste. Donc, et là, je lui ai donné moi-même une date. J'ai dit, est-ce que ça vous va si vous l'avez pour telle date en septembre l'année dernière ? Parce que ça prend quand même du temps après. Toute la mise en place, mais du coup et c'est vrai que donc voilà, je me suis expressément, je me suis dit, si je donne pas une date, je vais tout le temps me dire oui, je sais que c'est chouette, ça tasse, je veux bien le faire, et c'était sa tasse que j'avais envie d'avoir comme éditeur, donc ça, voilà, j'étais ravie. Mais voilà, oui, c'est ça allait être reporté. J'ai trop d'autres. En fait, souvent, on fait l'urgent et on fait pas ce qui est important pour nous, et c'était quand même important pour moi, et donc à un moment donné, voilà, je me suis isolée pour le faire. Alors. Tu as 4 enfants. Oui. C'est un peu le 5e accouchement. Voilà, c'est ce que ma fille, la dernière, a dit récemment, justement. Elle a dit ça et c'était drôle parce qu'elle nous avait, pour rire, on avait fait des défis. Elle avait dit oui, que j'ai une petite sœur ou un petit frère. Et alors elle a dit oui, voilà ton petit 5e. Et mon autre fille a dit, voilà, le défi est relevé. Ce qui était soulageant parce que finalement, quand même, un livre, c'est un peu moins... Alors, on va regarder un petit peu ce livre, on va tourner les pages. Le livre, il est conçu de cette façon-là. Donc, il y a un premier chapitre qui est dédié au modèle. Oui. On va découvrir ce qu'est la thérapie systémique de Palo Alto. Un deuxième chapitre qui est consacré au mapping, un outil qui est très précieux. Et puis, il y a 10 chapitres où on t'accompagne réellement en séance. On va y revenir. D'abord, peut-être un petit focus sur le mapping, oui. Que tu présentes comme en fait un travail d'équipe.
Oui, oui, complètement. Hein. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être initié dans le sens où je dessinais déjà pour mes séances, en fait. Ça, bien avant que le mapping n'existe, je dessinais. Et je pense que c'est en montrant les dessins que l'équipe a affiné. Enfin, on est parti de là et puis ça a vraiment été co-créé, quoi, vraiment avec l'équipe des formateurs. Et puis retravaillé au fil du temps parce que voilà, le mapping qu'on présente aujourd'hui est plus fini, je dirais, que le premier qui était plus... Et pour les non-initiés, c'est vraiment une représentation schématique du problème que la personne vit au quotidien. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'avant d'écrire ce livre-ci, j'avais commencé un autre livre que je n'ai pas terminé, peut-être un jour je le terminerai. J'ai écrit 90 pages pour nos amis français, pour adresser aux parents, et j'avais envie de l'appeler dessiner pour changer, ou dessiner, où j'avais envie d'apprendre aux parents à faire les mappings de leur situation qu'ils peuvent vivre avec leur enfant pour prendre conscience dans quel cercle vicieux, dans quelle boucle, parce qu'en fait c'est ça que ça dessine, hein. En fait c'est les cercles vicieux dans lesquels on est coincé et qui nous font souffrir. Et donc l'idée du mapping, c'est que non seulement ça permet évidemment de dessiner effectivement le problème, mais aussi du coup d'entrevoir la solution et le virage qu'on peut faire derrière. Alors on va plonger dans ton cabinet. Ouais. Hein, donc on va découvrir plusieurs séances autour de 10 cas, 10 patients que tu as rencontrés. Alors, il y a quelques coupures, quelques raccourcis pour éviter les indigestions. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est toi qui l'écris. Oui. Alors, tu communiques sur le fait que certaines répliques peuvent paraître parfois abruptes, un peu rudes, mais que c'est toujours stratégique et c'est toujours évidemment la relation qui est au centre de tes préoccupations. Oui, exact. Donc en fait, mais en plus elles peuvent paraître abruptes parce que comme effectivement, je ne peux pas retranscrire chaque fois 45 minutes de séance qui serait hyper long et voilà, indigeste, j'ai été obligée de couper et donc on peut se dire, il y va vite alors qu'il y a peut-être des moments où j'ai plus soigné la relation, où j'ai posé des questions sur comment ça va à la maison, etc., que j'ai pas retranscrit parce que c'était pas assez intéressant pour le lecteur. Enfin voilà, il fallait bien choisir. Et donc j'ai choisi de mettre en évidence ce qui était plutôt stratégique et du coup pour bien montrer quelque part la puissance de ce modèle et comment ça faisait bouger les choses, mais évidemment c'est super important et j'ai envie de dire rien n'existerait, aucun travail thérapeutique, d'ailleurs c'est même démontré que finalement c'est la relation qui prime sur l'ensemble, quoi. Donc, mais on sent effectivement cette stratégie, le rythme est soutenu, on avance et on découvre petit à petit donc ces séances et les cas de chaque patient. On est vraiment plongé dans la salle avec toi, on a l'impression d'être à tes côtés. D'abord parce que tu décris en fait les postures, que c'est écrit sous forme de dialogue, et puis de temps en temps il y a des petites explications, des petites répliques, en fait des petites explications de pourquoi cette réplique. Oui, j'avais envie évidemment que la personne qui m'accompagne dans mon cabinet puisse savoir pourquoi on interpellait de cette manière-là le patient, quel recadrage ou ce qu'il y avait derrière une question, pourquoi est-ce qu'on pose telle question alors que ça peut ne pas paraître intéressant. Et puis j'avais vraiment envie que ce soit une entrée par les coulisses et d'avoir aussi la traduction ou l'explication pour que ce soit compréhensible, parce que je pense que c'est plus intéressant que de juste avoir les dialogues, effectivement. Voilà. Et après chaque cas, il y a quelques notions qui sont explicitées. Alors là, du coup, les cas, ils ont été choisis justement pour pouvoir avoir la variété de ces notions qui soient décrites. Oui, c'est ça, c'était un peu difficile, c'est de choisir les cas. Autant je voulais avoir une variété de sujets dans les cas, que ce soit pas tous des troubles anxieux, par exemple. Je voulais que ce soit des choses différentes, parce que c'est plus intéressant pour le lecteur. Et je voulais aussi, effectivement, pouvoir mettre en exergue l'un ou l'autre point de l'approche. Et donc, pour ça, il fallait aussi que les cas s'y prêtent. Et donc, c'est vrai que, ils ont été choisis en fonction de ça, de la thématique du cas et en même temps du problème, de la structure du problème qui pouvait amener tel ou tel développement un peu plus théorique par après, qui sont assez courts, mais qui, pour moi, rajoutaient quand même quelque chose. Alors, ce serait chouette de découvrir peut-être un peu plus en profondeur l'un de ces cas. Si tu devais en choisir un, tu choisirais qui ? Alors, moi, j'aime... un des cas que j'ai bien aimé, une des situations, une des personnes, en fait, qui m'a touchée beaucoup, c'est Maya.
C'est celle qui ne sourit pas, c'est ça? C'est ça. Maya, c'est un peu une phobie sociale, en fait, si on devait le psychopathologiser. Et effectivement, au début, dans l'introduction, tu dis que c'était un challenge pour toi, qu'elle t'a un peu déstabilisée au départ. Oui. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver, quoi, vraiment. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'aime bien cette situation, parce que j'aime bien d'être challengée, surtout quand ça marche après. Sinon quand si on est en échec, c'est un peu, on apprend autrement. Mais et là, vraiment, oui, au début, je me suis dit, là, on est dans mon cabinet, d'ailleurs, à l'instant où on parle, et je la vois encore dans le fauteuil, où elle était tellement fermée que, voilà, je me suis vraiment dit, est-ce que je vais arriver à faire bouger quelque chose? Est-ce qu'elle veut vraiment que ça change? Voilà, c'était très challengeant, effectivement. Et donc, au cours de ces quelques séances, progressivement, en fait, on la voit sourire, très littéralement, vraiment, on la découvre et on la voit sourire. C'était ça ton... Alors, en tout cas, pour moi, c'était quelque chose d'important parce qu'elle expliquait au départ que, voilà, elle n'arrivait pas à entrer en contact avec les autres, qu'elle se sent, tout le temps pas à la hauteur de l'échange, qu'elle se sent pas de compétences sociales, etc. Et donc, effectivement, d'essayer de lui permettre de voir, de mettre en lumière, de vivre ces compétences qu'elle a, en fait, au fond d'elle-même, et qu'en fait, il y a déjà des exemples dans sa vie qui le démontrent, mais bon, auxquels elle ne s'est pas raccrochée parce qu'elle se raccroche à des situations de harcèlement, des choses qu'elle a vécues qui étaient difficiles. Et donc, de pouvoir lui permettre de mettre la lumière sur autre chose et donc d'avoir plus de lumière qui sort d'elle-même aussi, parce que c'est un peu ça. Elle s'éclaire. Au cours de ces quelques séances, évidemment, on le sait, au bout d'une séance, il y a une tâche qui est donnée pour la soi suffisante. Donc, on découvre aussi ces différentes tâches, des tâches où elle doit, par exemple, imaginer. Alors, j'ai retenu cette phrase parce que tu notes, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est vrai. Oui, donc ça a été démontré par la neuroscience, c'est que pour notre cerveau, une situation imaginée, c'est comme s'il avait déjà été vécu, et c'est quelque chose effectivement qu'on utilise pas mal dans les tâches, c'est que quand la personne, quelle qu'elle soit, peut imaginer qu'elle fait quelque chose, pour le cerveau, c'est quelque part comme si elle l'avait déjà fait une première fois. D'ailleurs, la visualisation est beaucoup utilisée pour les sportifs blessés, par exemple. On leur demande de visualiser comme s'ils jouaient par exemple au basket, et ça leur permet apparemment de rester à un niveau quand même comme s'ils n'avaient presque pas été blessés, parce que c'est comme s'ils s'étaient entraînés en vrai alors qu'ils se sont entraînés juste dans leur tête, quoi, quelque part. Lors d'une de ces séances aussi, tu fais une hypnose conversationnelle. Oui. Alors, c'est pas un livre sur l'hypnose, non, mais c'est quand même quelque chose que tu as rajouté au fil des années dans ta pratique. C'est une corde en plus à ton arc de psychologue. C'est ça. C'est vraiment l'hypnose au service de la thérapie brève. Et donc, je pense qu'il y a deux ou trois situations dans le livre où je montre comment j'utilise l'hypnose, mais c'est vraiment soft. C'est vraiment une manière de faire de l'hypnose. J'ai presque envie de dire qui est accessible sans avoir fait de grandes formations en hypnose. Alors après, c'est sûr que si on est formé, on est plus à l'aise de le faire et d'y aller, mais c'est vraiment l'hypnose pour faire ce fameux virage à 180 degrés en thérapie brève. Et là, effectivement, avec elle, je l'utilise. Alors, une dernière question. Tu l'as dit, c'était plus de 4 ans de travail, à partir du moment où tu as... Oui, enfin... Non, mais à partir du moment où tu as l'idée, c'est pas 4 ans derrière un non, bureau, on a ça, bien compris, mais à partir du moment où tu as l'idée, on fait germer l'histoire, etc., on écrit, et puis finalement on dépose tout ça chez l'éditeur, et puis là maintenant, il se retrouve dans les kiosques, on peut l'acheter, on peut le lire. Oui, c'est ça fait peur. Comment est-ce que tu te sens? Mais ça fait peur, en fait, je trouve. Je trouve qu'à la fois il y a un aboutissement, et en même temps, c'est drôle parce que plusieurs personnes disent, ah voilà, ton livre, tu l'as en main, parce que moi je l'ai reçu, même si il n'est pas encore disponible là, à le moment où on se parle directement, mais je l'ai en main, c'est vrai, mais en fait, et on me dit, oui, champagne, et en fait, je me dis, champagne, ce sera plutôt champagne si il y a un accueil du public qui est quand même positif, parce qu'on se livre quand même pas mal, il y a quand même une prise de risque, même si, voilà, en fait, le risque, c'est de faire un flop, mais... On n'a pas envie de faire un flop, en fait, en quelque sorte. Et donc, voilà, oui, je suis impatiente d'avoir vraiment des retours. Et c'est souvent, ce que je dis, donnez-moi des retours, même s'ils ne sont pas bons. En plus, voilà, je trouve que s'ils ne sont pas bons, c'est intéressant parce que ça permet de progresser. Et s'ils sont bons, c'est qu'ils de s'entendre aussi. Et c'est motivant et ça donnera peut-être envie d'en faire un autre, on verra bien. Mais en tout cas, oui, c'est quand même un peu plongé dans le vide, comme ça, je trouve. Il y a quelque chose, j'aime bien ça, donc je ne veux pas dire que je suis quelqu'un qui aime quand même bien prendre des risques,
il y a un côté fun là-dedans, et en même temps, voilà, si en dessous, quand on plonge, c'est pas de l'eau fraîche, mais que c'est un mur, ça va faire plus mal. Donc vous l'aurez compris, ce nouveau livre de Marina, courez l'acheter, découvrir et surtout faites part de votre feedback. Voilà. Ça s'intitule « Accompagnez-moi en séance, thérapie systémique de Palo Alto ». L'éditeur c'est Satas et l'écrivain c'est Marina Blanchard. Oui. Faites votre retour via ce podcast aussi, sur la page Instagram de Virage ou via la page Facebook de Virage. Et on pourra peut-être en reparler, en débriefer ensemble dans d'autres épisodes. S'il y a des questions, je suis prête à y répondre avec plaisir. Merci Marina. Mais merci à toi, Sophie.